Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 30 mai 2017. Le titre de l'émission de ce matin est assez surprenant. Triple assassinat au 147 rue Lafayette. En fait, j'ai repris celui du livre dont nous allons parler et qui est publié aux éditions Solin, Actes Sud. J'ai le plaisir de recevoir son auteur, Madame Laure Marchand. Bonjour. Bonjour. Laure Marchand, vous êtes journaliste, vous avez été correspondant du Figaro et du Nouvel Observateur en Turquie. Un pays que vous connaissez très bien pour y avoir fait des reportages de terrain, en particulier dans les régions kurdes et même en Irak, dans les bases arrières de la guérilla. Or, il est question des Kurdes dans votre ouvrage parce que vous avez fait toute une enquête sur l'assassinat en plein Paris, le 9 janvier 2013, de 3 militantes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Plus de 4 ans après ces meurtres, on est arrivé à identifier le présumé coupable. Il a été emprisonné, mais il n'a jamais été jugé, étant décédé de maladie en décembre 2016. Beaucoup de zones d'ombre demeurent dans ce qui est certainement un assassinat politique, mais dont on n'a jamais pu prouver de façon formelle qui étaient les commanditaires. Votre livre est incroyablement dense et bien renseigné, on le dévore comme un roman policier, et nous allons essayer de le résumer ensemble. Alors, Laure Marchand, pourriez-vous rappeler rapidement à nos auditeurs ce qu'est le PKK, son histoire et sa lutte engagée contre l'État turc depuis 30 ans, une guerre très meurtrière, mais absolument pas médiatisée. Alors, le PKK, comme vous l'avez dit, est le Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est une guérilla kurde qui a été fondée. Enfin, son fondateur Abdullah Öcalan a créé le PKK en 1978, et cette guérilla a vraiment commencé à prendre les armes contre l'État turc en 1984. Donc depuis, il y a une guerre civile entre cette guérilla et les autorités turques, qui a fait environ 45 000 morts, essentiellement kurdes, il faut le dire, depuis plus de 30 ans. Alors, le PKK est enregistré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les USA. Or, vous donnez de l'organisation une image plutôt positive. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une vision positive. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le PKK est classé comme une organisation terroriste. Je dirais que c'est une organisation qui mène des actions terroristes, effectivement, des attaques contre des cibles de l'État turc, mais qui visent également des civils. Et ces derniers mois, il y a eu plusieurs attentats où des civils, des citoyens turcs, qu'ils soient turcs ou turcs, ont été tués. Mais c'est également un mouvement qui réclame des droits pour les Kurdes, et qui a aussi un engagement politique. Donc, juste le limiter à une organisation terroriste, effectivement, ça bloque le débat par rapport aux revendications des Kurdes. Parfait. Alors, on a l'impression, en lisant votre récit, que les responsables du PKK bénéficient d'une grande liberté d'action en France et en Europe. Est-ce que c'est pas un peu curieux ? Alors là encore, oui et non. Effectivement, le PKK mène des activités politiques en Europe, et en France, il y a une sorte d'accord entre le PKK et les autorités, où les représentants kurdes peuvent mener leurs activités politiques à partir du moment où le conflit entre l'État turc et le PKK ne s'installe pas sur le territoire, ne dérape pas sur le territoire français. Mais d'un autre côté, régulièrement, il y a également de nombreuses arrestations. La justice française arrête des militants kurdes régulièrement. Donc on constate à la fois une tolérance, mais aussi une répression judiciaire. Très bien. Alors, revenons à votre livre. Les 3 victimes, donc, que l'on trouvera tuées par balle dans un appartement du premier étage au 147 rue Lafayette à Paris, c'est tout près de la gare du Nord, s'appelaient... en espérant que ma prononciation soit bonne, donc Fidan Doğan, Sakine Cansız et Leyla Selimez. Quel âge avait-elle et depuis quand vivait-elle en Europe ?
Alors, Sakineh Cansöz avait 56 ans, elle était arrivée en France en 1998 et elle avait le statut de réfugiée politique. La France lui avait accordé ce statut. Elle habitait depuis en Allemagne. C'était une responsable une responsable historique du PKK, car elle était aux côtés d'Öcalan lorsque le PKK a été fondé en 1978. Et c'était une cadre du parti en Europe. Alors, la deuxième, la Fidan Doğan. Alors, Fidan Doğan était une jeune femme qui est arrivée enfant en France. Elle a grandi à Strasbourg, elle a été scolarisée à Strasbourg et elle était chargée des relations publiques, dirons-nous, du mouvement kurde, chargée du lobbying auprès des institutions françaises, des hommes politiques. Et elle était connue pour cela. François Hollande a dit d'ailleurs après l'assassinat qu'il la connaissait, qu'il l'avait rencontrée. Et la plus jeune, donc Leyla Salamez, elle était vraiment jeune. Oui, elle avait 25 ans, elle a grandi en Allemagne, c'est une fille de réfugiés kurdes également, et c'était une jeune militante du mouvement kurde qui se destinait à être une cadre du parti en Europe. Voilà, alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces femmes auraient été choisies comme cible plutôt que des responsables plus importants en Europe ? C'est une vraie question à laquelle on n'a pas la réponse parce que, comme vous l'avez dit, le suspect est décédé et donc son procès n'aura bien évidemment pas lieu. Sakineh Cansöz est une figure symbolique très importante dans la lutte des Kurdes, à la fois en tant que Kurde et en tant que femme, car c'était une féministe très engagée. Elle avait notamment été incarcérée dans la prison de Diyarbakır en Turquie dans les années 80. Elle a été torturée torturée comme de nombreux prisonniers. Et donc pour les Kurdes, Sakineh Cansöz était vraiment une figure de la résistance. Symbolique. Alors, très vite, dès le 17 janvier donc 2013, un suspect va être placé en garde à vue et considéré comme le probable assassin. C'est un homme jeune, Ömer Güney, qui connaissait parfaitement les victimes, puisqu'il travaillait pour le PKK en accomplissant des tâches de soutien logistique, comme les conduire en voiture. Quels sont les éléments qui ont conduit la police à tout de suite le soupçonner ? Alors, c'est qu'en fait, très vite, il est apparu qu'il se trouvait sur place à l'heure du crime et qu'il non seulement il ne l'avait pas dit, et qu'il avait menti sur son emploi du temps. Donc, très rapidement, il est apparu comme étant un suspect. Puis, très vite, des éléments matériels ont renforcé les soupçons des enquêteurs. Alors, parmi ces éléments matériels, moi, j'ai noté que il est possible de reconstituer l'itinéraire détaillé de tout le monde aujourd'hui, par des enregistrements vidéo, par le suivi des téléphones portables. Il y a eu aussi des analyses poussées de ses vêtements, de sa sacoche. En gros, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, il avait toujours une sacoche, il se promenait avec une sacoche dans laquelle il mettait ses affaires personnelles, et on a trouvé des traces de poudre, en fait, qui proviennent d'une arme à feu. On a également trouvé des traces de sang de Leyla Salamez sur son... Ça, c'est terrible, oui. Voilà, sur sa veste. Voilà, ce sont des éléments supplémentaires qui en font le suspect. Bien que cette veste ait été lavée, vous le racontez, mais bon, c'est... La police arrive quand même à retrouver, quoi. Oui, il y a des analyses qui ont été faites et c'est ce qui est apparu. Alors, très vite, puisqu'il nous reste 2-3 minutes avant la pause publicitaire, qui était donc Ömer Güney ? Parce que, page 42 à 69, vous décrivez 2 étapes de sa vie qui font penser vraiment à un agent double. Dans le chapitre intitulé « Mystère kurde », c'est l'homme qui, à partir de 2011, s'introduit dans le milieu kurde de la région parisienne, qui gagne donc leur confiance. Mais dans le chapitre intitulé « Mystère turc », vous évoquez sa vie en Allemagne, pendant les 8 années qui ont précédé, où il ne s'était jamais revendiqué comme kurde. Et vous dites même que son apparence physique était différente, puisqu'il portait une moustache tombante, qui est très prisée chez les loups gris, qui est une mouvance d'extrême droite. Alors, est-ce qu'il était kurde ou est-ce qu'il était turc, déjà ? Alors, il était turc. Ça, on en est certain, mais il s'est présenté à cette association kurde en banlieue parisienne comme un jeune homme qui était à la recherche de ses origines kurdes, qui auraient été reniées par ses parents. Par sa famille, ce qui existe en Turquie, donc ce qui pouvait être tout à fait crédible. Donc, il n'a pas caché qu'il venait d'un milieu nationaliste turc, mais lui se disait à la recherche de ses origines kurdes.
kurde. Et donc voilà, il était un petit peu l'homme à tout faire dans cette association, toujours disponible pour faire une traduction, pour conduire quelqu'un en voiture, pour rendre service. Donc il était là tous les jours et c'est comme ça qu'il s'est fait accepter. C'est quand même curieux que le PKK, qui a une tradition de secret, d'organisation très cloisonnée, etc., se soit laissé infiltrer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le PKK, et là, ça a été une erreur, ne s'est pas renseigné sur le passif de cette personne en Allemagne, où il avait vécu de nombreuses années, et où là, effectivement, il n'avait jamais revendiqué ses soi-disant origines kurdes, et au contraire, son entourage a décrit un Turc ultranationaliste et assez anti-kurde. Nous avions commencé à parler du suspect principal, donc le mystérieux personnage d'Ömer Güney. Et il y a des éléments vraiment troublants dans son parcours dont vous avez reconstitué par votre enquête. Des brefs séjours en Turquie, fin 2012, sans motif probant, qui coûtent de l'argent. Et en plus, il ne travaillait pas, vu sa maladie, puisqu'il avait une tumeur au cerveau, il ne pouvait plus travailler. L'acquisition d'un deuxième portable, dédié uniquement à des correspondants turcs, et où figure même le numéro du MIT, les services secrets turcs. Et alors, on a trouvé aussi des photographies de fichiers du PKK qui ont été prises, non pas avec ce portable, mais avec celui de sa sœur. Elles ont été reconstituées par la police scientifique sur la carte mémoire endommagée. On se dit, il fait de l'espionnage, il s'infiltre, etc. Mais en même temps, il y a chez lui quand même un véritable amateurisme pour un agent secret. Il s'est laissé arrêter. Et il a même parlé à un visiteur en prison d'un projet rocambolesque de fuite en disant « oui, les services turcs vont pouvoir m'aider, etc. » Qu'en pensez-vous ? Alors effectivement, vous en avez parlé, Ömer Güney a mené des activités secrètes qui sont caractéristiques de celles d'un agent infiltré qui fait du renseignement. Il s'est rendu en cachette à plusieurs reprises en Turquie, en mentant sur son absence. Il avait un portable avec lequel il a envoyé des dizaines et des dizaines de SMS à un mystérieux destinataire, et ce portable n'était dédié qu'à cela. Et puis, 2 jours avant l'assassinat, également, il s'est introduit de nuit dans l'association pour laquelle il travaillait, et il a photographié toutes les fiches d'adhérents avec les adresses, etc. C'est extraordinaire, ça. 350 fiches photos, et il y avait avec un logiciel de transfert en langue turque. Donc, ce sont des photos qui ont été transféré quelque part à un destinataire turc. Alors après, effectivement, vous parlez de son amateurisme. C'est effectivement une des questions, c'est que le meurtrier est présumé. Parce qu'il n'a jamais été jugé. Non seulement il n'a jamais été jugé, mais il est considéré comme innocent, vu qu'il n'a pas été jugé, et resté sur place. Donc ça, c'est effectivement une question. Mais d'un autre côté, quand vous parlez de son amateurisme, par exemple, dans le cabinet du juge d'instruction, il n'a jamais été pris en défaut, même lorsque ses réponses n'étaient pas satisfaisantes. Il n'a jamais donné aucune explication qui pouvait faire de lui un coupable. Alors, Laure Marchand, vous racontez aussi qu'il y a eu 2 tentatives directes d'orienter la police vers les services secrets turcs. Parce que quelques jours après l'assassinat, donc le 20 janvier, un courriel anonyme les met en cause. Mais surtout, en janvier 2014, est diffusé sur Internet un enregistrement audio où 3 personnes parlent, et l'une de ces personnes a une voix très semblable à celle du suspect. Et il est question de dirigeants du PKK à abattre. Alors, est-ce que c'est une révélation ou est-ce que c'est une manipulation ? Peut-être les deux à la fois. Une manipulation, si on se demande pourquoi cet enregistrement a été diffusé, il a été rendu public probablement pour impliquer le MIT, les services secrets turcs, oui. Et qui sont dirigés par un proche d'Erdogan. Donc là, effectivement, il y a sans doute une manœuvre politique destinée à embarrasser le Premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdogan. Après, révélation, effectivement, vous parliez de la voix qui était semblable à celle de Ömer Güney. Et en fait, la police scientifique française a conduit des analyses qui montrent qu'il s'agit de la voix de Ömer Güney. Donc, on a un enregistrement où Ömer Güney discute avec 2 personnes turques, des dirigeants d'une liste de dirigeants du PKK à abattre en Europe. Alors, pour être tout à fait objectif et complet, il y a quand même dans votre livre des éléments un peu à décharge par rapport à la théorie de l'agent secret, donc manipulé par les services turcs. D'abord, cet assassinat a été extrêmement efficace. 10 balles
dans les têtes des victimes qui auraient été tirées en 30 secondes. Ça, c'est le fait d'un professionnel. Or, rien n'a prouvé que le suspect savait se servir d'une arme à feu. Mais surtout, le président Erdogan venait d'entrer dans une phase de négociation avec le PKK fin 2012. Mais quel était l'intérêt de commettre ces assassinats ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Ces assassinats, s'ils ont été commis en relation avec l'État turc, peuvent venir d'une fraction à l'intérieur de l'État qui était opposée à ces négociations. Ou alors, c'est aussi un processus assez classique, c'est d'un côté mener des négociations et de l'autre côté faire pression sur les interlocuteurs pour essayer de leur forcer la main. Et il y avait eu des négociations secrètes à Oslo entre l'État turc et le PKK en 2009 qui avaient échoué. Et pendant que l'État négociait, il faisait énormément pression sur les négociateurs kurdes. Très bien. Alors, votre livre révèle aussi des éléments troublants concernant l'attitude des autorités françaises. Il y a eu un retard à organiser le procès, alors qu'on savait le suspect condamné par une tumeur au cerveau. Rappelons qu'il est mort un mois avant la date privée pour son procès. Il n'a jamais été jugé. Il y a eu une certaine mollesse de la diplomatie vis-à-vis des autorités judiciaires turques qui se sont abritées derrière une loi qui protège leurs services secrets. Mais surtout, lorsque la juge chargée du dossier a réclamé des documents classifiés de la DCRI et de la DGSE, donc qui portaient donc sur la surveillance du PKK et du principal suspect, on lui a communiqué des documents vraiment inexploitables, caviardés. Vous l'expliquez comment ? Cette complaisance, en quelque sorte. Alors, on ne peut pas parler de retard par rapport à l'organisation du procès. Effectivement, il n'a pas bénéficié d'une procédure accélérée. Sa maladie n'a effectivement pas été prise en compte, mais on a l'impression que voilà, ça a été un cas qui a été pris dans la routine de la justice, qu'il n'y a pas vraiment une volonté de freiner ce procès. Après, il est clair aujourd'hui que les autorités françaises n'ont pas pour priorité d'élucider ce triple meurtre sur leur sol et qu'il a été totalement mis de côté. Alors pourquoi ? Pour ne pas froisser la Turquie. Et pourquoi ? C'est qu'effectivement la priorité de la France est la lutte contre le djihadisme, d'obtenir des infos part de la Turquie, une coopération sur les ressortissants français qui transitaient par la Turquie pour se rendre en Syrie et aujourd'hui qui en reviennent. Donc effectivement, il n'est pas question d'embêter Ankara sur cette question. Il n'y a même aucune volonté de faire la lumière sur cette affaire. Alors, 3 questions pour finir notre émission, parce que vous évoquez rapidement à la fin la situation présente en Turquie. Donc, il y a une répression gigantesque suite au coup d'État raté de l'été dernier. Il y a eu la reprise du conflit armé avec le PKK, donc c'était en 2015. Et j'imagine que les possibilités d'enquêter sur place sont maintenant quasi nulles. Vous ne pourrez plus y aller. J'y suis allée au mois de mars et au mois d'avril pour couvrir le référendum sur la présidentialisation du régime. Donc j'ai pu y aller et j'ai pu travailler. Bon. Alors, on a une pensée pour le photographe, Mathias Depardon, qui est emprisonné actuellement. Alors, il n'est pas emprisonné au sens propre du terme, où il n'est pas en prison. Il a été arrêté le 8 mai en Turquie et il est placé dans un centre de rétention pour étrangers à Gaziantep. Son ordre d'expulsion a été prononcé. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? On lui reproche d'avoir travaillé sans avoir sa carte de presse turque, donc sans être en règle. Une décision d'expulsion a été prise, mais elle n'a toujours pas été appliquée. Il aurait dû être expulsé dans les 48 heures suivant l'ordre d'expulsion, et ce n'est pas le cas. Ça fait plus de 3 semaines qu'il est maintenant détenu en Turquie, sans aucune raison légale. Voilà, alors... On est au courant de la centaine de journalistes qui sont emprisonnés, des titres de presse qui sont fermés, des chaînes de télévision qui ont été fermées, etc. Mais est-ce que, donc, pour revenir à ma question précédente, pour la presse étrangère et pour la presse française en particulier, il est possible encore de travailler en Turquie ? Ça devient compliqué. Il est certain que pour les correspondants qui sont sur place, certains sujets doivent être, si ce n'est évités, doivent être abordés avec des mots très prudents. Il est impossible quasiment de se rendre dans les régions kurdes. Oui, tout à fait. Les journalistes
Français et étrangers dans leur ensemble qui ne résident pas sur le territoire turc n'ont plus de visa, n'obtiennent plus de visa de travail lorsqu'ils se rendent en Turquie. Donc s'ils sont contrôlés, de toute façon, ils sont en infraction et expulsés. Donc ça, c'est une épée de Damoclès. Et puis sur place, il y a une énorme pression maintenant sur les correspondants étrangers. Les cartes de presse n'ont pas forcément été renouvelées. C'est le cas pour Mathias Depardon. Et donc ça fait peser clairement une menace sur tous les journalistes qui sont en Turquie. Toute dernière question, comment interpréter la nomination du nouvel ambassadeur turc à Paris? Parce que j'ai appris par votre livre que c'était le numéro 2 du MIT, les services secrets du pays. Eh bien, je ne sais pas si c'est une question d'interprétation, mais en tout cas de constat. Effectivement, l'actuel ambassadeur de Turquie était le numéro 2 du MIT entre 2012 et 2016. Donc, il est un homme de confiance du régime, ça c'est très clair. Et clairement au courant de cette affaire, de ce triple assassinat des militantes kurdes en France. Voilà. Eh bien, merci Laure Marchand. Donc, je répète une dernière fois donc, le nom de ce livre que je recommande vraiment à nos auditeurs d'acheter et de lire. Encore une fois, c'est comme un roman policier, à part que c'est la réalité. Triple assassinat au 147 rue Lafayette de Laure Marchand, c'est publié aux éditions Solin, Actes Sud. Merci de nous avoir suivis et donc je vous dis à dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.